Bonjour à tous et bienvenue à Open Infra Day France 2024. On est ravi de vous accueillir ici chez EDF Lab. Je vous présente Soumaya Msalem et Arnaud Morin. On est tous les trois avec moi-même, donc Adrien, organisateur de cet événement aujourd'hui. Et donc on est ravi de vous accueillir. Ça fait 10 ans en fait que l'association existe. L'événement aujourd'hui est organisé par l'association OpenStack FR et l'association a été créée en 2014, comme vous pouvez le voir. En réalité, ça va pas le faire comme ça. En réalité, les premiers meet-up et les premiers événements qu'on a organisés en France datent de septembre 2012. Là, vous avez une photo un petit peu collector du premier meet-up, je pense, lorsque la fondation OpenStack a été créée. Donc là, on est 2 ans après le lancement, la création du projet OpenStack en tant que tel. Et donc, beaucoup de chemin a été parcouru depuis. Soumaya va vous en dire 2-3 mots. Oui, bienvenue tout le monde. Donc, quelques chiffres par rapport à ce qu'on a fait, les réalisations. On a fait 50 meet-up avec jusqu'à 100 participants par événement. On a actuellement 3000 membres dans l'association, dans notre user group français, et on a fait 2 grands OpenStack Day. Et aujourd'hui, on vous accueille pour la 3e édition de l'Open Infra Day. Bonjour à tous. J'en profite pour remercier aussi nos sponsors, sans lesquels on ne pourrait pas faire cet événement. Donc, je remercie tout particulièrement le groupe Exaion, Exaion du groupe EDF et Red Hat, qui sont nos deux sponsors Platinum aujourd'hui. Je remercie aussi Mirantis, Vexhost et Vortex, qui sont nos sponsors Gold. Et enfin, je remercie aussi nos 2 sponsors Silver, Stack HPC et Bit Consulting. Donc merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut faire un événement comme celui-ci aujourd'hui. Et pour terminer, quelques petites informations pour l'agenda de la journée. Donc on commence aujourd'hui, on commence ce matin les keynotes tous ensemble. On a un tout petit peu de retard, donc, mais ça va bien se passer quand même. Les keynotes vont se faire jusqu'à 11h moins le quart. À 11h moins le quart, on fera une courte pause. On aura l'occasion de prendre un petit café au foyer derrière, tous ensemble. Puis on commencera 3 tracks de 11h jusqu'à 17h30 avec une pause méridienne de 12h30 à 13h30. On mangera aussi dans le foyer tous ensemble. Je pense que vous avez déjà un petit peu pris connaissance des lieux. Donc il y a le foyer derrière, il y a l'auditorium ici. Il y a 2 amphithéâtres qui sont accessibles en repassant par le hall d'accueil. Il y a deux portes pour accéder aux amphithéâtres qui sont un petit peu plus petits et dans lesquels se feront les sessions à partir de 11h. Voilà. Un des amphis, je ne sais plus lequel, l'amphi 1 je crois, sera traduit en live. On a une équipe de traducteurs pour nous aider sur ça. Donc, parce que majoritairement les talks dans l'amphi 1 seront en anglais. Donc pour ceux qui voudront avoir une traduction en français, des casques seront mis à disposition à l'entrée. Il y a aussi des casques ce matin pour les keynotes. Ce matin, c'est l'inverse. On va plutôt parler en français. Donc c'est plutôt pour for English speakers. If you need a translation, you can grab a headset just here on my right. Yeah. And on a aussi un Wi-Fi qui est accessible. Alors il s'appelle SWIT, S-W-I-T. Une fois que vous êtes connecté, il y a un portail captif. Il faut faire créer un compte. Une fois que vous créez votre compte, il faut indiquer le mot de passe qui est informatique 445, puis un numéro de téléphone. Vous recevrez enfin par SMS le login et le mot de passe final que vous pourrez utiliser sur votre téléphone. Donc c'est un petit chemin, mais une fois qu'on l'a parcouru, on est content parce qu'on a enfin accès à Internet. Merci à tous. Profitez bien de cette journée et on se recroise tout à l'heure. On passe la main à Thierry Carrez, le général manager de la fondation, Open Infra Fondation. Merci. Je n'ai pas besoin du micro. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi loin sur le plateau de Saclay
pour cette Open Infra Day France. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne vous vois pas, ce qui est parfait. Je vais faire cette présentation en français alors qu'elle est normalement faite en anglais, donc je m'excuse d'avance si vous me voyez hésiter à un moment sur un mot que je ne trouve pas, parce que c'est des sujets sur lesquels je m'exprime essentiellement en anglais, donc il va y avoir des anglicismes horribles, des mots qui ne devraient pas être là, mais on s'est dit que c'était un petit peu plus sympathique pour cette audience. Donc, je m'appelle Thierry Carrez, je suis le directeur général de la Fondation Open Infra. Et ce que nous faisons à la Fondation Open Infra, c'est que nous fabriquons des logiciels open source pour l'infrastructure. Et quand je dis nous, c'est la communauté entière qui s'est regroupée autour de la fondation. Donc vous connaissez OpenStack, qui sera le sujet principal du jour. Nous avons d'autres projets, notamment Kata Containers, qui est très populaire pour sécuriser ces workload containers, mais aussi Starling X, qui est très populaire côté telco pour tout ce qui est déploiement sur des tours de base de communication. Et Airship et Zool qui sont utilisés pour le provisioning d'infrastructures ou pour tout ce qui est continuous integration, continuous deployment, vous voyez, le premier anglicisme, pour le développement d'OpenStack, mais qui est également très adopté dans l'industrie automobile, qui a besoin énormément de code, et donc aujourd'hui une voiture c'est beaucoup de software, et donc ils utilisent Zool de la même manière qu'OpenStack utilise Zool pour leur développement. L'action de la Fondation est rendue possible par ses sponsors, donc je voulais passer 5 secondes à mentionner nos membres Platinum, Ant Group, Ericsson, Huawei, Microsoft, Orchestro et Wind River. Malheureusement, pas de français, vous voyez. On travaille encore là-dessus. Nos membres Gold, dont certains sont présents aujourd'hui, et nos membres Silver, que vous pouvez aussi visiter, et que vous, notamment dans la zone d'exposition à l'extérieur de ce bâtiment, n'hésitez pas à aller les visiter. Ils sponsorisent cet événement, ils le rendent possible. Ensemble, cette fondation, nous avons construit OpenStack, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 600 000 changements de modifications de code par plus de 10 000 contributeurs venant de plusieurs centaines d'organisations. C'est un des projets les plus actifs dans le monde de l'open source. Ça fait 14 ans que nous travaillons dessus. Et aujourd'hui, je voulais présenter un renouveau d'OpenStack. On sent depuis le début de l'année, en fait, pour être tout à fait honnête, depuis le début de l'année 2024, un regain d'intérêt pour OpenStack. Et alors qu'il est un petit peu facile, je dirais, d'être très pessimiste envers l'avenir, de se dire, avec toute cette tension géopolitique, avec toutes ces élections qui arrivent, avec tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, on ferait mieux de pas investir, on ferait mieux de pas de rester tranquille là où on se trouve. Et en fait, ce serait manquer une fantastique opportunité. Donc aujourd'hui, je vais être positif. Je vais expliquer un petit peu, je vais peindre un avenir radieux pour OpenStack et pour Open Infra. Donc j'espère que vous sortirez d'ici avec un petit peu d'optimisme. On sent en fait 3 facteurs principaux pour vraiment un renouveau d'intérêt sur OpenStack. Le premier, ça fait plusieurs années qu'on voit qu'il se développe, c'est le sujet de la souveraineté digitale. Je dirais qu'aujourd'hui, encore plus renforcé par ces tensions géopolitiques dont je viens de parler, on a vraiment une prise de conscience que l'infrastructure sur laquelle on s'appuie pour notre vie de tous les jours, eh bien, elle va potentiellement être sous le contrôle de gouvernements soit moins amis, soit qui vont s'en servir comme un jeton de négociation dans les futures interactions entre les pays. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience que avoir un minimum d'infrastructures souveraines sur son territoire pour toutes les fonctions critiques est une nécessité. Et ce n'est pas seulement l'Europe ou la France,
c'est aussi des pays en Asie du Sud-Est, des pays en Afrique. C'est-à-dire partout dans le monde, on s'aperçoit qu'on ne peut plus vraiment s'appuyer sur des alliances qui ont duré depuis des années ou un comportement qui va continuer. Et donc, on a une grosse demande d'OpenStack dans ce cadre-là, forcément, car dès qu'on parle d'infrastructure, si on n'est pas une énorme entreprise qui va être capable de redévelopper tout à partir de rien, s'appuyer sur un logiciel qui existe et qui existe depuis 14 ans et qui est déployé partout dans le monde est une très bonne solution. Et donc, aujourd'hui, on va dire le gros de la demande sur OpenStack qu'on voit, c'est des entreprises qui rapatrient leur traitement critique en interne, c'est des gouvernements qui déploient une capacité locale et qui le déploient avec OpenStack. Nous aurons la présentation du gouvernement et des ministères tout à l'heure qui nous donneront une idée de la doctrine de l'État français dans ce cadre-là. Donc je ne vais pas insister trop sur la partie souveraineté digitale, mais c'est clairement aujourd'hui l'angle qui génère le plus de demandes sur OpenStack. Le deuxième, c'est plus une opportunité qui nous a été donnée par une société appelée Broadcom, qui a racheté VMware et décidé qu'il n'avait pas besoin de tous ses clients et qu'en faisant payer tout le monde 10 fois plus, avec un petit peu de chance, on aurait 10 fois moins de clients et la même quantité d'argent et qu'on pourrait virer 90% de notre entreprise. C'est la technique de Broadcom. Et donc, ça crée énormément d'incertitudes pour les clients qui utilisent VMware aujourd'hui. Ils cherchent des solutions. Et une de ces solutions est de passer directement à une infrastructure de type cloud et d'utiliser OpenStack dans ce cadre. Donc, c'est je dirais, l'opportunité business qu'on n'attendait pas, qui est un petit peu imprévisible. Mais aujourd'hui, il y a un immense intérêt sur OpenStack qui est lié à ça. Des gens qui travaillaient sur OpenStack il y a des années, reviennent dans le monde OpenStack en disant « Ah, là, je vois une opportunité business de créer quelque chose de nouveau, un nouveau produit, des nouveaux services basés sur OpenStack qui vont nous permettre d'attirer ces clients qui ont l'habitude de payer de l'argent pour faire tourner leur infrastructure et qui vont pouvoir donc rejoindre notre communauté. » J'avais un appel avec un analyste de Forrester récemment. Il disait qu'ils avaient alors son terme en anglais était truckload, donc une palanquée de demandes de leurs clients. Aujourd'hui, c'est la grosse inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? Vers où on va? Et je pense que ça crée une fantastique opportunité pour notre écosystème d'entreprises locales de se substituer à VMware et à Broadcom dans ce cadre-là. Et la troisième opportunité, c'est, j'en entendais encore parler à la radio ce matin sur le chemin ici, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Je ne vais pas parler de l'intelligence artificielle, je ne vais pas parler de savoir si c'est utile, pas utile, ou si finalement c'est un petit peu une grosse bulle. Toujours est-il que ça crée une énorme demande en termes d'infrastructure. Et cette demande en infrastructure, elle va pas bouger, elle va rester. On va voir ce besoin pour des capacités de calcul accélérées par des GPU, ça va rester parce qu'il y a énormément de types de traitements qui se prêtent à cela et les investissements qui sont en train d'être faits vont continuer. Jensen Huang, le président, CEO de NVIDIA, explique qu'il y a déjà eu un 1000 milliards, un trillion en anglais, de dollars investis dans l'infrastructure accélérée, l'infrastructure GPU, et qu'il y aura un nouveau trilliard, un nouveau millier de milliards qui seront investis dans les années qui viennent dans ce type d'infrastructure. Et tous ces nouveaux data centers, c'est des nouveaux data centers parce que ça demande de nouveaux hardware, vont être accélérés. J'étais à l'Open Infra Day Turquie il y a 2 jours et je parlais à quelqu'un de Micron qui fabrique des petites chips mémoire et elle disait que 80% du coût sur ces data centers c'était d'acheter des GPU. Donc vraiment la question c'est comment on va tirer le plus de capacité, comment on va réussir à nourrir ces GPU le plus rapidement possible, parce que 80% du coût de cette infrastructure, ça va être les GPU. Donc on est capable de dépenser beaucoup dans le reste des domaines pour être sûr que ces GPU continuent à recevoir des données.
Donc c'est de l'infrastructure accélérée, c'est de la capacité de stockage, puisque l'intelligence artificielle se nourrit avec beaucoup de données, et donc on estime les besoins en stockage de données à 180 zettabytes, qui est une mesure que j'ai du mal à comprendre tellement c'est important, en 2025. Ces nouvelles demandes, elles demandent donc du nouveau hardware, comme on a pu voir, mais évidemment, elles demandent aussi du logiciel pour permettre d'exposer ce hardware et d'en tirer le maximum. Et c'est évidemment là que nous, en tant que groupe autour de ce projet open source, on a un rôle à jouer, puisque fournir des solutions open source pour ce besoin-là, c'est ce que nous faisons. Et quand je dis c'est ce que nous faisons, on l'a déjà fait. En fait, c'est une opportunité d'1 trilliard de dollars dans l'infrastructure. C'est pas en fait quelque chose de nouveau. En 2014, l'opportunité d'1 trilliard de dollars, c'était la 5G, c'était le passage à des boîtiers pour le télécom spécialisés à utiliser des ordinateurs normaux et de virtualiser les fonctions des opérateurs télécoms via ce qu'on appelle Network Function Virtualization, donc la virtualisation de ces fonctions qui étaient autrefois rendues par des éléments hardware. Et en 2014, à l'OpenStack Summit à l'époque, Toby Ford, qui était vice-président d'AT&T, a expliqué qu'il y avait une opportunité à faire tout ça en open source si la communauté se rassemblait autour de cela. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons rassemblé des gens qui étaient intéressés par ce sujet-là. Nous avons vu quels étaient les manques dans le paysage de open source pour pouvoir traiter ce cas-là. Et nous avons aidé à coordonner l'activité de développement afin de saisir cette opportunité. Et au final, nous avons aujourd'hui 90%, enfin 9 des 10 plus gros opérateurs télécoms au monde utilisent OpenStack. Donc ces opportunités-là, c'est pas complètement abstrait. On dit toujours, il y a 1 trilliard, si on récupère 1%, c'est sympa. Non, au final, ce sont des opportunités que notre écosystème a saisies avec la méthode que nous appliquons, avec des solutions open source. La méthode que nous appliquons, c'est de dire que pour avoir un projet open source qui fonctionne, il faut avoir équilibrer 3 forces. La première, les développeurs, forcément. Si on n'a pas de développeurs, on n'a pas de code. Si on n'a pas de code, on n'a rien. Les utilisateurs, qui eux consomment le code qui est produit par ces développeurs, et parce que s'il n'y a pas d'utilisateurs, ça sert un petit peu à rien aussi. Et enfin, un écosystème d'organisation qui est là pour soutenir ces utilisateurs et aussi pour aider à embaucher des développeurs, ou en tout cas financer le développement, de manière à ce que ce cercle vertueux fonctionne bien. Aujourd'hui, sur OpenStack, je pense que, notamment en France, il y a un manque du côté écosystème. Et c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce pourquoi on revient à des événements beaucoup plus locaux, comme celui-ci, afin de pouvoir faire saisir à tout le monde l'opportunité qu'il y a à créer des services autour de ce monde-là, et donc d'avoir un écosystème fort. Je vais essayer d'accélérer. Sur la partie IA en particulier, on part pas de rien, hein. Il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait pour supporter le use case, le cas d'utilisation OpenStack dans tout ce qui est HPC et intelligence artificielle. Notamment l'ordinateur le plus rapide, le supercomputer le plus rapide en Angleterre pour l'IA qui vient d'être livré, s'appelle Dawn, et en fait utilise OpenStack. Donc Stack HPC qui est co-sponsor de cet événement, pour peut-être vous en parler plus en détail, mais c'est toujours intéressant de voir qu'aujourd'hui OpenStack est aussi une solution valide pour tout ce qui est déploiement d'un supercomputer tout neuf, fait pour traiter des cas d'intelligence artificielle. Un des plus gros acheteurs de GPU aujourd'hui est NextGen Cloud. Ils sont dans les 10 plus gros acheteurs de GPU. C'est une société relativement récente, et donc là, ils se vantent d'avoir enfin pouvoir mis la main sur des GPU NVIDIA. Il faut savoir qu'il y a pénurie, donc tout le monde se bat pour les avoir, et c'est pour ça que l'action NVIDIA
se multiplie par 10 tous les 4 jours. Et en fait, donc être sur cette liste d'acheteurs est extrêmement difficile. Et NextGen Cloud est en fait un cloud basé sur OpenStack. Donc un des 10 plus gros acheteurs de GPU aujourd'hui dans le monde, au milieu de tous ces noms que vous reconnaissez sans doute, est un cloud basé sur OpenStack et en Angleterre. On a aussi fait des progrès du côté code, puisqu'il y a déjà des fonctionnalités qui sont développées dans OpenStack pour soutenir ce type de use case. Donc on ne part pas de rien. Je ne sais pas si la démo va tourner. Je l'ai un petit peu raccourci. Je m'excuse auprès de Sylvain qui a fourni le... Donc là, on voit en fait une migration d'un workload qui tourne sur un GPU virtuel d'une machine à une autre, ce qui était auparavant impossible, puisqu'il faut reconnecter à un autre vGPU de l'autre côté, reprendre le traitement. Vous voyez les petits nombres qui se déroulaient en bas à droite se remettent à se dérouler au bout de la finalisation de la migration. Donc on voit que ces capacités-là, les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir réellement supporter des use cases d'IA sont aujourd'hui présentes dans OpenStack, seront présentes encore plus demain avec la demande que ça génère. Donc en résumé, puisque je suis déjà 1 minute trop long, 3 opportunités. La souveraineté digitale, on va en entendre parler un petit peu plus avec la présentation de Nina, Renaud et Laurent. L'opportunité VMware, qui pour moi est une opportunité vraiment écosystème. OpenStack en tant que tel va pas pouvoir... Si on dit à un client VMware, bah, tenez, voilà le code d'OpenStack, débrouillez-vous, il ne va pas aller très très loin. Par contre, ça crée une opportunité pour créer des produits, créer des services pour accompagner ces personnes-là qui sont aujourd'hui vraiment sans solution. Et enfin, la massive opportunité AI qui va injecter énormément d'argent dans le métier de fournisseur d'infrastructures et donc va nous permettre d'avoir beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Nous pouvons le faire, nous avons un gros écosystème de membres. Je pense qu'on voit des gens qui étaient partis d'OpenStack pendant quelques années revenir aujourd'hui, depuis le début de l'année, percevant aussi cet intérêt, l'odeur de l'opportunité, on va dire. Et donc, je vous invite à nous rejoindre dans nos communautés, nous rejoindre à travailler sur le code, nous rejoindre à la Fondation Open Infra. Et je vous souhaite en tout cas un excellent Open Infra Day. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. Je vous remercie et à très bientôt. On pourra échanger dans la salle un petit peu plus tard. Merci. Merci Thierry. On passe la main à Laurent Bernaud-Mazard, le cofondateur et le CTO de Exaion, notre sponsor Platinum. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous, ravi que le groupe EDF puisse vous accueillir. Je vous dirai quelques mots sur Exaion. Déjà, on va revenir sur le groupe EDF. Bon, tout le monde connaît EDF. Tout le monde ne connaît pas forcément... Je vais faire avec la télécommande. Tout le monde ne connaît pas forcément la raison d'être du groupe EDF. Alors, chaque mot est millimétré, donc je vais la faire avec vous. Donc, la raison d'être du groupe EDF, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donc là, on a l'air d'être un peu loin d'OpenStack, mais on va y venir. Donc, le groupe EDF, c'est quasiment 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas loin de 180 000 collaborateurs dans le monde, quasiment 41 millions de clients dans le monde, 93% de la part de production d'électricité décarbonée, 467,6 TWh de production électrique et 706 millions d'euros de budget de R&D. Alors si on zoome sur la R&D, il y a quelque chose d'intéressant dans le groupe EDF, c'est les supercalculateurs. Depuis les années 80, la R&D d'EDF en fait investit dans les supercalculateurs. L'objectif pour le groupe, c'est d'être capable de faire de la simulation, notamment en mécanique des fluides, de la simulation des études sur les matériaux, de garantir la performance et la sûreté des centrales nucléaires,
et également d'optimiser l'offre et la demande, donc entre production et consommation d'électricité. Et pour ça, EDF investit massivement dans des supercalculateurs. Donc là, je vous ai mis la liste des 3 derniers supercalculateurs qui ont été achetés par EDF. Tout en bas, c'est la liste des codes de calcul aussi. Ça, c'est quelque chose, pareil, pour ceux que ça peut intéresser, qui sont pour la majorité open source, utilisés par le groupe EDF pour toutes ces études et toutes ces simulations. Alors Exaion. Exaion, finalement, c'est une aventure pour moi. C'est ESSI. Donc le groupe EDF, au bout de 4-5 ans de bons et loyaux services, met au rebut les supercalculateurs, hein, comme la plupart des entreprises le font. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas continuer de créer de la valeur avec ces équipements-là quand on parle de milliers de serveurs, quand on parle de réseaux 56 gigas, 100 gigabits, de plusieurs pétaoctets de capacité de stockage. Donc voilà, donc en 2008, il y a une rencontre qui a tout changé. C'était entre des techs passionnés au sein de la DSI du groupe EDF dont je faisais partie, et le fonds d'investissement d'EDF qui disait il faut qu'on arrive à investir, y compris dans la tech, qu'on arrive à se positionner, préparer l'avenir. Donc voilà, donc l'idée initiale, c'était de dire si on crée des services cloud de pointe éco-responsables en offrant une seconde vie à ces supercalculateurs. Donc là, voilà, c'était la bonne idée. Hein. Maintenant, comment on le fait? 2 choses. Donc nous, on a pris le pari d'investir massivement dans des GPU et des disques flash, puisqu'on s'est rendu compte que tout ça, ça tournait sur des bus PCI et que finalement c'était assez standard et surtout rétro-compatible même sur du matériel qui peut avoir 4-5 ans d'âge. À côté de ça, il fallait pouvoir déployer, orchestrer à cette échelle, et on s'est dit on va tenter OpenStack, même si à l'époque on nous disait c'est compliqué Laurent, hein, tu vas galérer. C'est pas complètement faux, ça n'a pas été facile tous les jours. Là, je vous ai mis la liste des briques aujourd'hui qu'on utilise, mais il y a au-delà d'OpenStack, il y a beaucoup d'autres outils open source aussi qu'on utilise. Et par exemple, là, je vous ai mis une photo. Ça, c'est une station de travail VDI qu'on met à disposition de nos clients côté créatif, qui leur permet après de pouvoir faire des travaux en 3D directement sur un laptop classique, sans avoir besoin d'avoir des gros GPU et des grosses workstations, parce que c'est pas pratique, notamment pendant le confinement où tout le monde s'est rendu compte d'aller au bureau récupérer son ordinateur. 4 ans après, donc on a démarré en 2020, la fleur au fusil, en disant voilà, on va retaper ces supercalculateurs. 4 ans après, aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité, et je suis assez fier du chemin parcouru. Aujourd'hui, on va se positionner avec une offre au service de la big tech. On va vraiment chercher à avoir des services cloud qui vont être spécialisés. Pour ça, on s'appuie donc sur les data centers de confiance, donc ceux du groupe EDF en France. On a déployé nos propres data centers au Canada, pour lesquels on a vraiment une logique d'éco-responsabilité, puisqu'on récupère 100% de la chaleur qui est produite par les équipements informatiques. On est capable aussi de se déployer, là on a un projet en cours chez des clients directement. On s'appuie sur des services d'infrastructure avec OpenStack. Alors certains services, pour les scaler vraiment encore une autre échelle, on utilise Kubernetes au-dessus. On a 4 divisions dans la société, une division Node, une division Studio, une division Compute et une division Quantique qui est en émergence, pour produire des services donc spécialisés, cloud 3D, jumeaux numériques, calcul intensif, cybersécurité. Il y a quelques produits là qui sont sur notre stand qu'on pourra vous montrer. Blockchain, quantique, d'IA, on n'a pas pu le louper. On nous a même demandé, le groupe est venu nous chercher pour nous dire on voudrait nous aider là-dessus, on n'a pas de GPU. Et voilà, avec beaucoup d'expertise. L'idée, c'est de tout regrouper, tout agréger dans une plateforme d'accès client avec un mode cloud public. C'est pas forcément le but n'est pas forcément d'aller 100% dans le cloud public, mais surtout un cloud privé hébergé, donc on a la capacité à dédier des environnements, dédier des infrastructures pour nos clients, ou des clouds privés internes, accompagner des sociétés qui voudraient faire un peu le même voyage que nous sur leurs propres infrastructures chez elles. Donc voilà, donc d'un point de vue UI, on va dire, ce qu'on propose aujourd'hui, un service Node de nos RPC pour le blockchain, un service de staking de cryptoactifs qui va sortir dans l'année. On est sur un enjeu de certification AMF sur le produit aujourd'hui. La plateforme qui va arriver également courant avant l'été, on va dire, dans quelques semaines. Voilà, landing page qui doit être mise en ligne demain. Donc là, si vous allez sur le site exaion.com,
.edf.fr, il n'est pas au top, mais demain, normalement, il y a une nouvelle version qui arrive. Une plateforme d'IA générative, donc ça, on l'a fait pour le groupe EDF qui nous a demandé si on pouvait les dépanner là-dessus. Donc voilà, en embarquant des modèles directement qui sont hébergés chez nous avec aucune donnée qui sort, donc pour traiter les données les plus confidentielles du groupe. Et puis des sujets de jumeaux numériques et de travail collaboratif en 3D sur lesquels aujourd'hui on met à disposition nos services, nos infras auprès des créatifs et des industriels. Donc voilà, au bout de 4 ans, on n'est qu'au début, finalement, l'aventure continue. N'hésitez pas à venir discuter avec nos experts sur le stand. Exaion, vous voyez, on s'est lancé aussi dans l'immersion cooling pour aller encore plus loin dans la partie éco-responsabilité. Et puis un grand merci à vous, un grand merci à la communauté côté Open Infra, à tous ceux qui ont rendu possible OpenStack, parce que pour nous aujourd'hui c'est clé et c'est une sorte de... ça rend possible l'aventure, ça rend possible ce qu'on fait chez Exaion. Voilà. Merci à tous. Merci Laurent. On passe la main à Nina Land, chef de projet de la DNUM. Elle va nous présenter la doctrine de l'État en termes de cloud. Merci. Donc la Direction interministérielle du numérique, ou la DINUM, elle a une feuille de route qui est assez courte, il n'y a que 4 choses dessus. Vous allez voir, ce n'est pas forcément évident. Et la première chose, c'est qu'on doit garantir la souveraineté numérique de l'État en investissant dans les outils numériques mutualisés. Donc forcément, quand on entend ça, on pense cloud et on pense open source. Donc le premier pilier, c'est le cloud. C'est vraiment un chantier prioritaire aujourd'hui pour la transformation publique. Cette stratégie, elle a été facilitée grâce, on va dire, à la crise sanitaire, parce que au-delà des équipes techniques, ça nous a permis de vraiment montrer les avantages qu'allait pouvoir apporter le cloud. Quand on a dû sortir une solution de webinaire qui aujourd'hui est basée sur de l'open source et qui est elle-même open source pour tous les élèves et pour tous les agents publics, qui est la solution de webinaire qu'on utilise toujours au quotidien et qui marche très bien avec les internes, avec les externes, il fallait avoir 500 000 salons qui pouvaient s'ouvrir en simultané. Il a fallu qu'on puisse avoir tous anti-Covid que vous connaissez, où on a eu 50 millions de téléchargements. Ça a permis de facilement montrer que le cloud permettait de passer à l'échelle, permettait d'être très réactif, permettait d'avoir des solutions qui étaient résilientes et de surmonter les craintes qui pouvaient encore demeurer sur le cloud. Et évidemment, il y a des sujets d'efficacité énergétique. Alors évidemment, le cloud, c'est beaucoup plus que les 4 éléments que j'ai mentionnés. Mais donc, au-delà de l'illustration grâce à la crise sanitaire, nous, aujourd'hui, à la DINUM, on milite vraiment sur l'importance du cloud pour transformer l'administration et tous les services de l'État, garantir la souveraineté et vraiment accélérer cette transformation et cette garantie de souveraineté. Sauf que le problème, c'est que le cloud, aujourd'hui, on n'a pas de grands acteurs français. On voit que la part des grands acteurs européens, elle est en train de diminuer par rapport à l'utilisation du cloud mondial. Donc on se retrouvait face à cet obstacle-là, et donc il a fallu, pour faire face à ce problème économique du déclin de la part de nos fournisseurs, du problème de souveraineté digitale, dans la perte de savoir-faire et dans la perte de confiance finalement, il a fallu mettre en place une stratégie pour accélérer sur le cloud. Avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des services informatiques, on a mis à jour les référentiels de sécurité, donc notamment la qualification SecNum Cloud. De cette façon, on peut avoir pour des clouders européens une qualification qui dit là, vous allez avoir une immunité face à des lois extraterritoriales, par exemple. Pour que les clouders puissent investir pour être au niveau de cette qualification, on a mis en place avec la Direction générale des entreprises, on a utilisé le fonds France 2030 pour pouvoir soutenir l'écosystème industriel, pour qu'on puisse investir et s'assurer que les acteurs aujourd'hui privés de cloud puissent maintenir ces niveaux de sécurité. Et puis il y a eu, nous, à la DINUM,
La doctrine cloud. La doctrine cloud, elle dit quoi? Elle dit que l'État doit devenir un acheteur majeur de cloud pour justement valoriser tout ce tissu industriel. Il faut que nous-mêmes, on soit clients. Mais la doctrine cloud, c'est pas juste créer de la demande. La doctrine cloud, c'est aussi engager une vraie transformation de l'administration. La doctrine cloud, elle s'appelle en vrai cloud au centre. Cloud au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire cloud first en anglais. Ça veut dire, par défaut, tout nouveau projet informatique, il doit se faire sur le cloud. Toute nouvelle refonte d'un SI doit, par défaut, se faire sur le cloud. En allant sur le cloud, notre croyance, c'est effectivement qu'au fur et à mesure, les équipes informatiques vont passer sur le mode DevOps, vont adopter le mode produit, et en fait, c'est toute l'organisation de fil en aiguille qui va se moderniser. Ça permet, dans la doctrine, on est vraiment dans une logique de regarder les projets au global et pas juste la couche d'infrastructure. Donc on dit bien à toutes les équipes que cette doctrine, c'est une doctrine RH aussi en fait. C'est de penser quelles vont être les compétences que je vais devoir acquérir, comment je vais devoir réorganiser mes équipes et ma façon de travailler. Puis évidemment, pour des raisons de souveraineté, on ne peut pas tout mettre sur du cloud commercial, on ne peut pas tout mettre sur du cloud américain. Donc, pour les données d'une sensibilité particulière, et la doctrine est intransigeante là-dessus, il faut aller sur ce qu'on appelle le cloud de confiance, et donc soit le cloud commercial qui a reçu la qualification de l'ANSSI, soit le cloud interministériel, et tout à l'heure vous entendrez une présentation, qui garantissent les bons niveaux de sécurité pour toutes les données que manipule l'État. La doctrine aujourd'hui, donc elle est parue en 2021, et on voit que ça a permis pour l'État la consommation publique, elle est vraiment sur la bonne pente, et donc on est ravis de voir que ça commence à décoller. Donc ça fait 3 ans à présent, et puis on accélère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les sujets de cloud, il y a aussi les sujets d'open source. Et l'open source, c'est une solution aussi pour l'État de réduire ses dépendances stratégiques. L'open source, il est inscrit dans la loi. Aujourd'hui, donc la loi qu'on dit la loi Le Maire de 2016, Axel Le Maire, pas Bruno, elle dit bien que le code source, c'est un document administratif, comme un autre. Et donc ça veut dire qu'il doit être public. Donc tout le code qu'on écrit ou que nos prestataires écrivent, il doit être, par défaut, open source. Donc on a cette culture qui s'inscrit aussi au sein de l'État. Et de la même manière, quand on va utiliser un service externe qu'on ne développe pas nous-mêmes, on est fortement encouragé à recourir à l'open source. Pour aller plus loin, l'administration française aujourd'hui, c'est une pionnière en Europe parce que c'est la première à avoir un open source programme Office. C'est la mission Logiciel Libre. Je vous invite à visiter leur site web qui permettent la mise en relation des équipes techniques avec des contributeurs open source qui présentent aujourd'hui qui d'autres dans l'administration utilisent telle ou telle solution, qui sont les référents et qui permettent vraiment de faciliter ce dialogue et qui organisent des hackathons, etc. Par ailleurs, nous, à la DINUM, on investit très fortement dans la suite, qui est notre suite bureautique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la solution de webinaire. On a aussi Chat, qui est la messagerie instantanée, qui est utilisée aujourd'hui par plus d'1 million d'agents publics et d'externes. Et donc, il y a énormément toute la suite bureautique est aujourd'hui développée en open source à partir de communs numériques. Cette suite, elle s'appelle OpenDesk chez nos partenaires allemands. Et donc, on a signé des accords avec eux pour investir sur les mêmes briques open source pour être sûr que justement, déjà entre l'Allemagne et la France, et puis peut-être demain avec d'autres partenaires européens, on investit sur les mêmes technologies ensemble et on valorise l'écosystème open source. Et puis finalement, pour faire la jonction entre le cloud et l'open source, aujourd'hui, on est là pour l'Open Infra Day. Et donc, on a 2 solutions de cloud interministériel que sont Nubo et Pi, qui tous les deux s'appuient sur le stack OpenStack et qui sont des solutions ouvertes à l'interministériel. Mais on a aussi des solutions ministérielles, et ça va être la solution Echo, Laurent qui va venir vous parler juste maintenant, et qui s'appuie également sur OpenStack.
Allez, ou si tu veux, c'est bon. C'est moi qui fais les petits boutons. Si tu veux, allez. Bonjour à tous. Alors on voit que l'heure est grave, hein, parce que le gouvernement a fait appel aux Men in Black, on a juste oublié nos lunettes, mais on va faire avec. Je vais te présenter, commence. Donc je suis Laurent Gautreau, je suis responsable du groupe d'infrastructure cloud au le MTE, Ministère de la Transition écologique. Et effectivement, on opère une plateforme cloud sur OpenStack qui s'appelle ECO, qui est lui-même un acronyme récursif de ECO est un cloud ouvert. Et donc, moi, je suis Renaud Chaya, donc je suis le responsable du cloud Nubo, donc pour le ministère de l'économie, et donc opéré par la DGFiP, qui est également du coup basé sur OpenStack, un OpenStack communautaire. Et pourquoi on présente tous les deux? Parce que notamment, on utilise tous les deux la solution Kola Ansible, donc on va en parler, mais pas que de ça. D'ailleurs, de quoi va-t-on parler? D'une part, bon, on a commencé à le dire, hein, mais on voulait témoigner sur l'importance d'OpenStack pour l'informatique de l'État, parce que le cloud monte en puissance et donc OpenStack devient une brique critique pour nous. On va vous présenter un petit peu le parcours et comment on en est arrivé là. Et puis plus généralement de l'open source, on va insister sur l'importance stratégique finalement de faire appel à l'open source. Et puis quelques petits retours d'expérience parce qu'on a quand même un background un peu technique et bon, on ne peut pas s'empêcher. Donc on a voulu faire quelques rétextes sur tout ça. Alors, en préparant ce support, en fait, on s'est rendu compte, alors, avec Laurent, on se connaît depuis quelques années, puisqu'on a notamment travaillé ensemble sur un certain nombre de groupes de travail autour du cloud, de l'État, et on a essayé de faire un certain nombre de choses. Et puis là, en préparant ce support aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait encore plus de points communs prévus sur la trajectoire de nos ministères respectifs et de l'open source dans nos ministères. Donc voilà, on a fait un petit résumé qu'on ne va pas forcément détailler. Mais OpenStack n'est pas arrivé par hasard. Ça fait maintenant une petite vingtaine d'années, on va dire, qu'il y a un usage open source assez fort dans nos administrations, qui vont forcément de l'utilisation de Linux jusqu'au pile Java, base de données avec un gros virage vers 2012. Donc, en tout cas, la temporalité va peut-être vous parler, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas originaux, en fait. À chaque fois, on était à peu près au même moment, on a fait un peu les mêmes choix. Et puis pour arriver finalement à financer nos projets cloud. Donc sur la dernière ligne, sur Nubo, donc il y avait quelque chose qui s'appelait Oshimae, qui était un projet interministériel dans sa construction, mais qui a débouché sur un projet, donc ECO, qui lui est utilisé comme un cloud interne, mais qui reste, on reste actif et on échange aussi parce que on est arrivé sur des outils communs, des briques communes qu'on a réalisées, qu'on utilisait. Donc effectivement, on parle de système, on parle de Debian, on parle d'OpenStack, et ben en plus on parle des mêmes souches avec les mêmes déployeurs, on parle de Kola. Effectivement, on a commencé à faire des choses depuis 2016. Alors côté donc ministère de la Transition écologique, il a changé énormément de fois de nom, donc excusez-moi si j'emploie encore d'autres termes, mais dans mon ministère, on a commencé avec d'autres solutions avant d'arriver, parce qu'on a trouvé que c'était quand même une bonne idée de s'aligner, de converger sur les socles entre ECO par rapport à ce que faisait Nubo. On a de la même manière commencé sur des programmes, des plans d'investissement d'avenir cofinancés par la DINUM. Alors juste pour préciser un petit peu le parcours, on a tous commencé un petit peu, alors on a fait du Linux, on a fait de l'automatisation, de la Virtu, un peu comme tout le monde. Et quand on a commencé à utiliser OpenStack, on va dire entre 2012 et 2014, on va dire les premiers tests, alors c'était loin des solutions simples et robustes dont on avait l'habitude, il faut quand même être assez honnête. Donc on est parti en se disant que ça a l'air une super idée, mais bon, il va falloir que ça stabilise, que ça s'industrialise. Et c'est vraiment quand il y a eu le virage avec Kola notamment et Kola Ansible, que là on s'est dit voilà, bon, là ça va être faisable d'opérer un cloud vraiment open source communautaire dans le temps. D'ailleurs Laurent le dit un peu plus tard, commencer c'est facile, construire c'est facile, après l'opérer dans le temps c'est autre chose. Donc il faut dès le départ se donner les moyens de le maintenir, de le mettre à jour et d'être sûr qu'on va être là pour le temps long. Donc on a mis du coup, pour illustrer un petit peu ça, des frises temporelles, on ne va pas les détailler, mais juste pour dire, parce que ça fait quelques années quand même maintenant qu'on a des clouds en production, avec des histoires diverses et variées. On a mis à jour pas mal de versions d'OpenStack. Laurent, avant nous, est parti sur Debian. Nous, on a fait un autre choix, qui nous a posé quelques soucis récemment, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, on a opéré une grosse migration Debian maintenant. Pour
de nouveau envisager les mises à jour OpenStack. En tout cas, aujourd'hui, tout ça prend de l'essor. On a prouvé la crédibilité de ces solutions-là. On commence à avoir des charges, des applications qui sont non négligeables. Alors, c'est pas tous les chiffres qu'évoquait Thierry, on n'en est pas encore à ces échelles-là. Mais pour nous, c'est loin d'être anodin. On a quand même plusieurs dizaines de milliers de CPU, des milliers de VM. Et donc là, on le voit sur le slide d'après. Peut-être dire un petit mot là. Pardon. Juste sur celui-là, on a fait des stats cumulés, c'est-à-dire qu'on a pris... nous, on est très petits. Nubo est un peu moins petit. On s'est dit, histoire de représenter un petit peu, quand même, on va mettre tout ensemble pour faire des chiffres un peu. Sinon, on se sentait tout petit par rapport aux chiffres évoqués tout à l'heure, donc on a bien fait de cumuler. Même sur les plateformes reconditionnées, on était très petits. Et en tout cas, le plus important, à part les chiffres bruts, c'est vraiment la croissance. Et donc ça fait plusieurs années qu'on était plutôt sur un doublement chaque année de tout. Toutes les courbes se ressemblent en fait, que ce soit en processeur, en VM, etc. C'est logique. Tout. Et donc là, ce qui est rassurant, c'est qu'on sort un peu de la progression géométrique et on rentre plutôt dans une progression linéaire. C'est déjà un peu plus rassurant quand on opère les infras. On ne peut pas non plus accélérer tout le temps. Mais l'usage, ça commence à prendre vraiment. Ça y est, le cloud est lancé pour de vrai dans l'état. Sur Echo, on a plus quelque chose de linéaire. Alors on voit un petit décroché sur la fin, mais on a ouvert une deuxième région. Donc en fait, il y a eu un report des infras, mais on est beaucoup plus linéaire que vous. Et ça, c'est vrai que la courbe qui ressemble plus à la courbe qui est pratiquement la transposition de celle que présentait tout à l'heure Nina, c'est vrai qu'on n'a plus tout à fait ça non plus. Et donc en tout cas, effectivement, la culture cloud, la culture DevOps se développe. Et c'était le but, hein. C'est pas juste, on ne se fait pas juste plaisir en tant qu'ingénieur à mettre en place ces infras. Il y a un vrai objet derrière à transformer en profondeur notre façon de faire de l'informatique. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de ça. Alors, on évoquait Koala, c'était aussi pour le plaisir de mettre des petits koalas sur la présentation, ça met un peu de couleur. Mais c'est pas juste pour ça, c'est vraiment ça. Je ne serai jamais assez, je pense que Laurent partage. C'est vraiment le fait d'avoir un OpenStack containerisé et d'avoir la solution Koala Ansible pour le déployer. C'est ce qui, à mon sens, fait qu'on est capable d'opérer ces clouds. C'est ça qui a rendu possible. Donc un grand merci à OpenStack déjà de manière générale et puis au projet Koala en particulier et Koala Ansible. On a voulu lister un petit peu tous les composants déployés, alors ça ressemble un petit peu à ce que présentait c'est Laurent, ça pour Xion. Les classiques, on va dire, les composants nécessaires. Avec quelques petites particularités entre nos deux clouds. Nous, effectivement, sur Echo, pour faciliter le parcours des utilisateurs, on a mis en place une authentification avec des cartes à puce. En fait, on a une population d'administrateurs ou d'exploitants qui ont des jetons comme ça, en l'occurrence des cartes à puce. Et il s'avère qu'on avait déjà une gestion unifiée, centralisée d'identité qui est capable de parler OpenID Connect. On l'a intégré, la communauté rend ça possible, donc merci à OpenInfra. On utilise du stockage Cinder. Alors, il s'avère que nous, on utilise beaucoup Ceph. J'étais même tenté de mettre le logo Ceph en très bonne place dans la présentation pour faire tout. Donc, tout en tout cas ce que nous on fait avec Ceph, à savoir du stockage persistant, du stockage bloc, du stockage éphémère, du stockage d'objets. Du stockage de systèmes de fichiers aussi, tout avec des solutions communautaires. Et c'est vraiment fascinant. Donc merci aussi à Ceph s'il nous écoute. Voilà. Donc sur l'ensemble de ce qu'on fait nous avec Ceph, bien sûr, alors on n'utilise pas Swift, le composant Swift qui est poussé initialement par OpenStack. On le fait avec la Ceph Object Gateway, mais en tout cas on est bien. Donc côté Nubo, alors on n'utilise pas Ceph pour l'instant, c'est un choix parce qu'on avait aussi des habitudes sur nos précédentes plateformes de virtualisation. On avait pas mal industrialisé autour de KVM et d'Open vSwitch avant de faire l'OpenStack. Et on avait testé différentes solutions, on va dire, pour la manière de stocker nos VM et nos volumes. Et on était tombé finalement, à notre grande surprise d'ailleurs, dans les vieux pots, finalement, on fait des fois les meilleures confitures. Et on s'était retrouvé à faire bêtement du NFS, parce que ça a pas mal d'avantages pratiques et plutôt des très bonnes performances avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Et on pouvait pas se battre sur tous les tableaux, on n'a pas des équipes non plus extensibles. Donc nous, on s'était focalisé plutôt sur la partie
industrialisation logicielle, quoi, vraiment la partie intégration continue et déploiement d'OpenStack. Et sur le stockage, on était resté sur des solutions qu'on connaissait, donc du pur stockage NFS, et jusque-là, ça nous donne plutôt entière satisfaction. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas du SAF à un moment. En plus, on a d'estimés collègues qui ont une bonne expérience dessus maintenant. Donc et sinon, les quelques petites autres particularités côté Nubo, nous on utilise pas mal Swift. À la fois, alors Nubo c'est pas une seule infra, c'est 4 infras. En fait, on a fait une architecture de référence et on a en fait 4 clouds concrètement. Toutes ces infras sont autonomes et autosuffisantes pour tout un tas de raisons de sécurité, de résilience, d'indépendance et autres. Et on a également, donc on a du Swift dans toutes ces plateformes-là, et on vient de construire une nouvelle plateforme Bicit en Swift pour permettre de faciliter les partages de données entre ces différents OpenStack. Voilà, bon, on s'étendra avec ceux qui veulent partager. Ça marche plus ? Ah. Non, c'est parce qu'on va se mettre à parler un peu plus technique et ça, forcément, il faut que la technique nous lâche. Ouais, super. Merci. Ah, c'est reparti. Merci. Oui, on peut passer au suivant. Donc on voulait aussi, alors on va pas trop passer de temps dessus, mais on voulait vous lister un petit peu les composants qu'on a envisagé de déployer et finalement renoncer pour différentes raisons, soit de doute sur la pérennité, soit de la manière d'architecturer qui n'allait pas avec nos contraintes de sécurité, nos réseaux, etc. Donc il y en a certains, notamment Magnum, on a essayé de chaque côté de le mettre en œuvre. Bon, finalement, on a renoncé pour X ou Y raison. On est plutôt maintenant sur une logique à mettre du Kubernetes sur OpenStack, avec d'autres outils. Alors Célometer, ça c'est un vrai sujet, ça c'est un des manques côté Nubo. On a voulu ici différentes choses. Je sais que côté Echo, il y a des travaux là-dessus, donc on va réévaluer ce sujet-là. Pas mal de choses à études côté GPU, c'est quand même dans l'air du temps. Alors pas que au niveau soft, on a pas mal de réflexions au niveau data center, énergie, etc. forcément, parce que jusque-là on avait plutôt une logique d'avoir les meilleurs rendements énergétiques en comprenant tout ça. Les GPU bouleversent un petit peu la donne, donc on sera preneur d'expériences d'autres sur ces sujets-là. Je laisse dire un petit mot sur tes... Donc oui, effectivement, de la même manière, il y avait des outils qu'on utilisait parce qu'avant d'arriver sur Colin, on a utilisé du Helion, une solution de HPE pour construire les premières versions d'Oshimae. Donc il y avait des très bonnes idées dedans, mais il y avait des choses effectivement... Alors c'était pas tant le déploiement, parce qu'effectivement sur Magnum en particulier ou d'autres outils, le déploiement initial est très facile, mais c'est plutôt le cycle de vie qui nous pose problème. Et par ailleurs, on a par exemple Célometer, donc Manila XFFS, Mistral pour les workflows. Donc là, on a un petit peu de demande d'utilisateurs. Donc entre le moment où on met à disposition la fonctionnalité, le moment où les utilisateurs s'en emparent et l'utilisent et font des choses avec, il peut y avoir du temps. Donc c'est pour ça que là, on le fait apparaître comme étant en incubation. Mais c'est déjà déployé, mais il n'y a pas une appropriation très très forte ou très très rapide. Et après, effectivement, sur les autres particularités, donc là, il peut y avoir... j'ai la même que tout à l'heure. Bien. Ça sert à rien. Donc voilà, donc ça c'est plutôt chez vous, l'Influx. Oui, c'est un petit retour d'expérience parce qu'on a quelques sujets sur la mise en cluster de bases de données time series, et puis donc on est passé avec succès sur Victoria Metrics. Donc vous voulez l'évoquer parce que c'est un sujet qui nous a... Ça marche nickel. Et donc quelques retours d'expérience, parce qu'on sur le fait, alors d'une manière générale, le fait d'utiliser de l'open source communautaire, c'est le point commun de nos différentes équipes. Et puis quelques retours d'expérience plus concrets sur des choses qu'on a rencontrées en utilisant OpenStack, en le déployant. Cola, on l'a déjà dit, c'était l'occasion de le redire. Merci. Donc, très important, et vraiment c'est ça qui a rendu tout ça possible. Malgré tout, alors notamment peut-être dans les versions sur lesquelles on est côté Nubo, on a eu quelques contraintes en termes notamment de nombre de réseaux possibles, enfin de contraintes d'architecture qui n'étaient pas forcément pensées comme ça dans Cola au départ. Et donc ça c'est notamment un regret de ma part et quelque chose qu'on va faire évoluer, donc de contribuer davantage justement pour que ce genre d'outils corresponde un peu plus du coup à nos contraintes de production.
Un petit retour sur HIT, parce que alors ça c'est plutôt une vision projet, c'est important aussi, c'est quand même pour les projets qu'on fait tout ça. Donc HIT, au départ on était plutôt très enthousiaste, et en fait on a eu pas mal de soucis au niveau des projets pour des simples problèmes de debug en fait. Dès que les projets avec des choses qui marchaient pas, ils avaient les plus grandes difficultés à débugger tout ça, à réussir à comprendre pourquoi ça marchait pas. Et au final, on a basculé complètement sur Terraform, alors avec les soucis qu'on connaît aujourd'hui, donc on regarde de près OpenTofu notamment. Mais donc voilà, c'est un des composants du coup qu'on n'utilise finalement pas alors qu'il est déployé. Nous, on a chez nous des équipes qui font des choses comme des playbook Ansible qui génèrent des morceaux de model hit ou effectivement qui, au bout d'un moment, se posent des questions pour des maintiens d'état et qui basculent sur Terraform ou OpenTofu, évidemment. Alors, le réseau, alors ça, tous ceux qui opèrent des infrastructures encore plus cloud savent que c'est le nerf de la guerre quand même, tous les aspects réseau. Alors avec ces sujets cloud encore plus qu'avant. Quelques petites difficultés qu'on a pu rencontrer. Alors là aussi parce que c'était l'architecture d'origine avec toute la pile réseau avec des bridges Linux pour gérer l'IP table, de l'Open vSwitch en dessous, etc. Alors Open vSwitch on connaissait bien parce qu'on l'a utilisé très tôt côté des GFIP hors Nuo. Donc on savait à quel point c'était un bon logiciel. Sur la partie IP tables, on s'est retrouvé avec des problèmes de seuil de performance quand on avait trop de security group en fait, donc trop de règles de sécurité à gérer sur un hyperviseur, avec des choses bizarres, enfin un seuil de performance et du coup une chute puis une stabilisation à une performance beaucoup plus basse. Et donc là on a tout basculé sur OpenFlow directement dans vSwitch, donc ce qui simplifie pas mal la stack et nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de scalabilité. Petite contrainte, je ne sais plus si c'est le cas de votre côté, on a une architecture Neutron qui est en CVR, donc on a tous les flux réseau qui repassent par le cœur Neutron. On ne s'est pas mis en DVR, donc on n'a pas de retour direct, qui serait meilleur pour l'aspect perf, mais notamment pour des raisons d'architecture, de sécurité, enfin tout un tas de contraintes de ce type-là. Donc ça reste une contrainte, donc il faut du coup suffisamment de neutrons pour la perf, pour les opérations de maintenance, ce genre de choses-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en rajouter quand même un peu autant qu'on veut. Et nous, sur OVS, effectivement, on a des mises en œuvre qui sont un petit peu particulières, qui nous ont amené à envisager de passer sur OVN. Donc la construction ex nihilo, arrivée sur OVN, c'est très bien. La transformation d'un existant avec notamment des, quand on a des objets qui sont créés et qu'il faut transformer parce qu'on change la manière de faire du réseau virtuel, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'on dépasse largement notre temps, il va falloir qu'on accélère. Donc Terraform, on l'a évoqué. Ouais, alors je peux vous le raconter éventuellement, mais on a rencontré un souci, quelque chose qui a fait qu'à un moment, on a perdu la capacité de migrer à chaud des instances qui étaient liées au fait qu'à un certain moment, donc dans une communauté, notamment sur le système Linux, il y a une décision qui est prise parce que un jeu d'instructions dans un type de processeur n'est pas de qualité suffisante, qu'on décide de le supprimer. Ce faisant, vous imaginez bien toutes les cascades, on se retrouve avec des jeux d'instructions qui ne sont pas identiques entre la source et la destination, la migration à chaud n'est plus possible, etc. Donc les choix peuvent être cassants. C'est pour notre bien, mais parfois ça fait mal. Et donc on a évoqué ça aussi sur les changements de licence, de manière de gérer les communautés. Donc, on arrive un peu au message principal finalement de la présentation qu'on voulait faire sur qu'est-ce que ça veut dire finalement d'opérer des infrastructures avec de l'open source et particulièrement des clouds OpenStack avec des souches communautaires. Avant tout, ça a déjà été dit, c'est des humains, il faut avoir les compétences, des bonnes équipes. Donc on remercie chaleureusement nos équipes qui ont permis de rendre tout ça possible. Donc on fait pas spécialement de l'open source parce que c'est gratuit, comme on l'entend encore, même après 30 et quelques années. C'est vraiment plus une question d'indépendance, de maîtriser notre feuille de route. Et tout ça veut dire que on investit l'argent différemment en fait. On le met sur des compétences, on le met sur essentiellement des humains. Alors c'est pas toujours facile, donc il faut notamment que les jeunes continuent à s'intéresser au sujet d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas que l'autre côté du cloud, il faut les construire ces clouds, les opérer, et puis de réussir à donc motiver tout le monde, garder les compétences quand elles sont là, donc susciter l'intérêt, et c'est des sujets qui sont passionnants, donc il faut que nos générations suivantes continuent à s'investir là-dedans.
Bon, tout le reste, je ne l'évoque pas, on va passer vite. C'était au cas où. Donc commencer, c'est presque facile. Il y a plein d'outils pour mettre en œuvre ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit Ansible. Encore merci, c'est incroyable. Ça a rendu des choses possibles et merci. Juste merci. Commencer les choses, généralement, effectivement, alors peut-être un peu de témérité, alors donc du courage, oui, très bien, mais en fait, parfois, il y a des choses dont on pense qu'on pourrait avoir besoin, en fait, on n'a pas si besoin que ça. Donc, à l'occasion, savoir répondre en différant un petit peu, ça peut être une garantie de succès. Et je crois qu'on arrive au dernier slide. Quelques demandes, on va dire, suggestions, quelques manques en tout cas qu'on a éprouvés en termes de doc. Alors ça progresse, parce que quand on a commencé les uns les autres, ça manquait énormément d'exemples d'architecture de référence OpenStack, vraiment typée production, de gestion de la performance. Enfin voilà, on découvrait un peu les choses et on allait un peu en aveugle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent encore progresser. Sur l'aspect sécurité également, alors on voulait mentionner, parce qu'on a au fur et à mesure des années travaillé pas mal avec nos collègues de l'ANSSI et qui ont récemment rendu public finalement le guide de sécurité OpenStack qu'ils ont réalisé. Donc ça c'est un document qui est très important et c'est une des choses sur lesquelles on se base notamment pour correspondre au référentiel State Cloud. Les compétences, on l'a dit, il n'y en a pas assez, donc il faut qu'il y en ait encore plus. Et donc il faut des formations, il faut qu'il y ait des sociétés qui génèrent un peu d'activité. Donc on est là pour témoigner qu'il y a des besoins. Et donc il faut développer tout ça, que ce soit pour travailler dans les différentes entreprises, les administrations, que ce soit en nous rejoignant ou en travaillant à travers des sociétés de prestations. Et puis, j'ai pris le prétexte de mettre un petit NuboQuest parce que voilà, on a travaillé aussi sur l'aspect formation, donc c'était pour une petite blague et pour faire un petit clin d'œil à nos équipes qui ont fait parce que, comme on le disait, c'est un levier de transformation le cloud, donc on a aussi fait des espèces de petites aventures ludiques pour apprendre le cloud, apprendre le DevOps, voilà. Et je rends vraiment la main. Merci. Merci. Merci Renaud et Laurent. Donc, je passe la main à Grégory Charot, le Product Manager stockage chez Red Hat. Il va nous présenter la next génération de l'infrastructure as a service chez Red Hat. Merci Soumaya et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition 2024 des Open Infra Day France. Je suis évidemment ravi d'être avec vous pour partager et rencontrer les membres et les utilisateurs de la communauté OpenStack. Je suis, comme Soumaya l'a dit, le Product Manager stockage chez Red Hat. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vision future de Red Hat pour la gestion d'OpenStack en production. J'ai perdu le... Ah, il est là. J'ai perdu l'écran aussi, tant qu'à faire. C'est la next génération des vidéoprojecteurs. Et c'est... Ah, voilà. On y est. Parfait. Merci. On est bon, il y a même un retour, c'est magnifique. C'est loi de Murphy en direct. Magnifique. Tu vas spoiler mon slide. Reviens en arrière. Non, avant. Ah ouais, voilà. Tu fais comment pour... Je vais t'aider, c'est moi qui vais le faire. Ok. Donc, je reprends. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la nouvelle approche de Red Hat pour gérer et opérer OpenStack en production. Mais avant tout, un peu d'histoire. Puisque ça fait presque 15 ans maintenant, et oui, que Rackspace et la NASA ont lancé ce magnifique projet qu'est OpenStack. Et effectivement, l'année prochaine, nous fêterons les 15 ans d'OpenStack, et nous avons même non pas fait le tour du cadran, mais le tour de l'alphabet, puisque l'année dernière, nous avons release la version Antelope d'OpenStack. Au fil du temps, OpenStack s'est vraiment imposé comme la solution open source de référence pour créer son propre cloud et voire même sa propre infrastructure as a service.
Le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de regarder les différents secteurs d'activité qui utilisent OpenStack aujourd'hui en production, notamment les télécoms, avec la téléphonie mobile. Je sais que nos telcos français, s'ils sont dans la salle, sont assez friands d'OpenStack. Le secteur public, on en a eu la preuve tout à l'heure avec la présentation, mais d'un point de vue plus monde, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gouvernements, de ministères et plus largement d'agences publiques qui utilisent OpenStack en production avec des contraintes de sécurité très fortes. Les service providers qui utilisent OpenStack pour construire leur offre de cloud privé ou semi-privé. En finance, énormément de banques, de brokers et d'assurances. Vous imaginez les contraintes de sécurité. En éducation, énormément d'universités et de labos de recherche. Et énergie, ça tombe bien, merci à EDF pour leur présentation. Je n'ai pas besoin de m'étayer sur le sujet. Et bien sûr, désolé pour les autres, mais il y en a bien d'autres. Donc OpenStack, tout ça pour dire qu'OpenStack a vraiment de beaux jours devant lui et Red Hat continue d'investir massivement dans la communauté, que ce soit au niveau de la gouvernance, car c'est important, la maintenance, les reviews, les bug fixes et bien évidemment le développement de nouvelles fonctionnalités, notamment dans l'intelligence artificielle et l'accélération matérielle. Donc, je pense on est tous d'accord pour dire que OpenStack aujourd'hui a acquis une certaine maturité, stabilité et robustesse. Pour autant, pour Red Hat, il est temps de reconsidérer la manière dont nous déployons, nous opérons et nous maintenons OpenStack en production. Donc, à moins qu'il y en ait certains qui soient restés dans une grotte ces dernières années, il y a une autre révolution, l'apparition de Kubernetes. La solution de facto pour gérer les conteneurs à scale. Le premier use case qui vient, cas d'usage, excusez-moi. Le premier cas d'usage qui vient à l'idée, c'est de déployer Kubernetes en tant que workload OpenStack. De cette façon, les utilisateurs peuvent déployer des clusters Kubernetes on-demand et être libres de gérer leurs clusters comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, Red Hat prend l'approche, je dirais, inverse en utilisant Kubernetes pour gérer, déployer les services de contrôle OpenStack, tout en gardant les API et les fonctionnalités natives que les utilisateurs aiment tant. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif de quoi il s'agit, nous avons dû podifier, je ne sais pas s'il y a un meilleur terme aujourd'hui, nous avons dû podifier les services de contrôle OpenStack tels que Cinder, Glance, Nova, Neutron, etc. de telle manière à ce qu'ils puissent tourner nativement sur Kubernetes. Donc sur votre gauche, vous avez un cluster OpenShift, qui est la version entreprise Red Hat de Kubernetes. Celle-ci tourne sur un système d'exploitation CoreOS. Et sur ce cluster OpenShift, vous avez les petits rectangles qui correspondent aux services de contrôle OpenStack. Donc par contrôle, j'entends tout ce qui n'est pas Nova Compute, c'est-à-dire Barbican, Glance, etc. Sur votre droite, il faut bien un data plane pour faire tourner les machines virtuelles OpenStack. Nous avons des machines bare metal classiques, comme vous pouvez l'avoir dans un déploiement classique OpenStack, qui va tourner sur du Linux, en l'occurrence du Linux Red Hat avec RHEL. À savoir que Kubernetes, donc OpenShift, va aussi gérer le provisioning des bare metal, c'est-à-dire que c'est lui qui va à la fois gérer les services de contrôle OpenStack, mais à la fois gérer le provisioning du matériel et de l'OS de vos computes. À la fin, les computes feront tourner des VM OpenStack. C'est bon. Comment ça se passe d'un point de vue plus technique, d'un point de vue déploiement? Nous utilisons le concept d'opérateur. C'est un concept Kubernetes classique qui permet de déployer et de gérer le cycle de vie d'une application Kubernetes. En l'occurrence, notre application Kubernetes, c'est un service de contrôle OpenStack. C'est le control plane d'OpenStack. Nous avons pris l'approche d'utiliser un meta-opérateur OpenStack qui, lui, inclut des sous-opérateurs. Et vous avez un sous-opérateur par service de contrôle OpenStack. Vous avez un opérateur pour Horizon, pour Nova, pour Keystone, etc., etc. Donc, grâce à ces opérateurs, c'est lui qui va déployer vos services de contrôle OpenStack.
Ces opérateurs sont assistés par d'autres composants du monde Kubernetes bien connus. Vous avez MetalLB pour la gestion des load balancers en dynamique. Vous avez Cert Manager pour la distribution et la gestion des certificats, NMState pour la configuration des interfaces, Quay pour le registry de vos images containers et Multus pour la gestion du réseau. Ça, c'est pour la partie control plane. Il faut maintenant déployer la partie compute avec Nova. Pour cela, nous avons également un opérateur qu'on appelle EDPM, External Data Plane Management Operator, qui lui se base sur MetalCube, une technologie open source bien connue qui permet de déployer du bare metal, et Ansible pour pouvoir configurer le système d'exploitation, déployer Nova et le configurer. Alors, vous pouvez vous demander quel est l'intérêt de prendre cette approche. Le premier intérêt, c'est au niveau du temps de déploiement. Nous sommes partis avec à peu près 5 minutes de temps de déploiement une fois que votre cluster Kubernetes est prêt, 5 minutes pour déployer le control plane OpenStack. En ce qui concerne les computes, donc la partie droite, nous avons environ entre 20 et 30 minutes pour déployer les computes, et ce sans grosse limitation du nombre de computes, car nous utilisons massivement le parallélisme d'Ansible. Donc au total, si on prend large, en 1 heure, votre OpenStack est configuré, si votre OpenShift est déployé et votre configuration est prête. Au niveau du scale et de la flexibilité, étant donné que nous avons un opérateur par service, nous pouvons vraiment cibler les changements de configuration de manière très précise et pouvoir mettre à jour les services uniquement pour les fichiers dont on a besoin. Au niveau du scale, nous utilisons les réplicas Kubernetes qui permet d'augmenter ou réduire le nombre de services OpenStack. Par exemple, si vous voulez ajouter des Nova Compute, il vous suffit de changer le nombre de réplicas de Nova Compute et Kubernetes s'occupera d'augmenter ce nombre de réplicas. Même chose pour les opérations Day 2. Pour mettre à jour et pour upgrader, nous avons un système d'upgrade par opérateur et donc par composant qui accélère fortement les mises à jour. Côté sécurité, très important, j'ai entendu parler de l'ANSI tout à l'heure, nous avons beaucoup travaillé avec l'ANSI et avec cette nouvelle mouture d'OpenStack, nous avons décidé d'activer toutes les features de sécurité par défaut, notamment le Barbican, le SRBAC et le FIPS et les TLS. Un autre avantage est au niveau de l'unification. Côté observabilité, OpenShift embarque déjà un système de monitoring et un système de logging centralisé que vous pouvez utiliser à la fois pour monitorer votre cluster Kubernetes, mais aussi monitorer votre cluster OpenStack. Et vous avez tout dans la même console. Même chose au niveau du management, puisque vous avez déjà un cluster OpenShift, vous pouvez faire tourner vos workloads Kubernetes et votre control plane OpenStack sur le même cluster. En parlant d'observabilité, voilà un petit screenshot qui récapitule ce qu'on peut voir au niveau du monitoring. Grâce au monitoring OpenShift, vous allez pouvoir voir le monitoring de vos services de contrôle OpenStack, mais également le monitoring de votre cluster Kubernetes ou de vos applications OpenShift classiques. Alors, comme vous avez pu le constater, il faut déployer un cluster Kubernetes. Nous avons ajouté pas mal de flexibilité sur comment déployer ce cluster Kubernetes d'un point de vue architecture. Vous pouvez partir sur un modèle 3 master worker combo pour réduire les coûts. Vous pouvez partir sur un modèle 3 master 3 worker permettant de séparer à la fois le control plane et le data plane Kubernetes. Pour les environnements un peu plus demandants ou les environnements colocalisés, excusez-moi, vous pouvez partir sur un modèle 3 master, 3 infra, 3 workers. Et pour les environnements de test, les environnements POC ou pilote, nous avons aussi une option avec un seul nœud qui fait master worker. On prévoit également pour proposer cette architecture dans certains cas, au cas par cas, pour les environnements très restreints. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des workers OpenShift classiques sur lesquels vous pouvez faire tourner vos applications Kubernetes. C'est notamment intéressant pour les telcos qui veulent à la fois faire tourner des VNF, donc des machines virtuelles réseau, et des CNF, des containers réseau. Avec ça, vous avez un seul cluster OpenShift qui permet de gérer les deux. Donc, tout à l'heure, je parlais du use case classique de faire tourner
des clusters OpenShift en tant que workload OpenStack à la demande. Ce cas d'usage est toujours valide et très apprécié de nos clients. C'est effectivement possible aujourd'hui avec cette nouvelle architecture. Rien ne change. Vous avez sur la gauche votre cluster OpenShift qui héberge les services de contrôle OpenStack. Sur la droite, vos computes OpenStack sur lesquels les utilisateurs vont déployer à la demande des clusters OpenShift. C'est intéressant notamment pour certaines entreprises qui préfèrent séparer le cluster dit d'infra sur la gauche et les clusters dits utilisateurs et ne pas colocaliser les ressources d'un point de vue performance ou sécurité. Un autre avantage de cette nouvelle approche, c'est la réduction de l'empreinte matérielle. Beaucoup de nos clients nous demandent de pouvoir réduire cette empreinte matérielle car certains clients déploient beaucoup d'OpenStack et déployer 3 contrôleurs pour chaque environnement OpenStack, ça coûte cher et c'est difficile à maintenir. Donc nous travaillons à un système où, puisque nous avons déjà un cluster Kubernetes qui est prêt pour accueillir OpenStack, il n'y a aucune raison, grâce au namespace Kubernetes, de ne pas pouvoir héberger plusieurs control planes OpenStack. Donc par exemple, sur la gauche, vous avez 2 control planes OpenStack distincts, et sur la droite, vous avez 2 sets de compute OpenStack distincts. Control plane 1, compute node cluster 1, control plane 2, compute node 2. Alors qu'en est-il de cette nouvelle mouture d'OpenStack? Premièrement, nous l'avons nommé OpenStack Services on OpenShift, tout simplement puisque les services de contrôle OpenStack tournent sur OpenShift. Nous avons une dev preview disponible dès aujourd'hui pour les tests en avance. Nous avons la bêta qui est prévue le mois prochain avec une disponibilité générale cet été. Avec ça, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée aux Open Infra Day France. Merci. Merci Grégory. Merci. C'est la fin des keynotes pour ce matin. Je vous remercie de votre attention. On a un tout petit peu de retard, donc on va faire une pause de 10 minutes et on va reprendre les tracks à 11h05 plutôt que 11h, comme prévu, si ça va à tout le monde. Donc il y a un petit café qui est prévu juste derrière dans le foyer. Et puis voilà, on reprend à 11h05 du coup les tracks. Et j'en profite pour remercier aussi tous nos sponsors et remercier aussi la fondation qui sponsorise aussi l'événement et qui nous a beaucoup aidé, notamment sur les designs et la préparation de l'Open Infra Day. À tout à l'heure.